Bonjour à tous et bienvenue à cette 10e et dernière masterclass pour les générations futures lors de cette 10e journée thématique de RDD co-organisée par l'Institut Open Diplomacy et EECP Business School. Au cours des masterclass précédentes, nous avons essayé d'ouvrir un espace de dialogue intergénérationnel afin de réfléchir à la place de la jeunesse dans la réalisation des objectifs de développement durable. Je m'appelle Evelyne Paris, je suis membre de l'Institut Open Diplomacy et nous sommes aujourd'hui en direct depuis la Maison de l'Europe de Paris pour une masterclass qui s'annonce très riche en débats, très riche en propositions, surtout pour dessiner ensemble le monde d'après. Donc, sans plus tarder, je vous propose de vous présenter nos intervenants qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation de débattre aujourd'hui et de partager leurs idées et leurs expériences avec nous. Donc, sans ordre en particulier, de manière aléatoire, je vais commencer par M. Gilles Vermont-Desroches. Vous êtes senior vice-président citoyenneté et relations institutionnelles de Schneider Electric. Après une première expérience dans le milieu en tant que dirigeant d'une ONG, vous avez rejoint Schneider Electric en 1998 avec comme mission principale de créer et développer la Fondation Schneider Electric et la RSE. Vous avez été également à l'origine de la création des principes de responsabilité du groupe et aussi de l'adhésion du groupe au Pacte mondial des Nations Unies en 2002. Vous êtes aussi à l'origine de la création d'un outil de mesure de la performance développement durable de Schneider Electric. Bienvenue et merci beaucoup pour votre participation. Je continue la présentation avec Constance Courtalon. Constance, vous êtes senior consultante au cabinet Olivier Wyman, où vous travaillez depuis plus de 3 ans et vous menez essentiellement des projets pour le secteur public et les grandes institutions financières. En 2020, vous avez été également sélectionné comme chef de la délégation française à la conférence des jeunes Y20. Et dans ce rôle, vous avez mené des négociations avec les autres délégations des jeunes participants afin de créer des propositions concrètes pour les dirigeants présents au G20 organisé par l'Arabie Saoudite en novembre dernier. Bienvenue et merci beaucoup. Adeline Pilon, vous êtes cofondatrice de la Fondation Elix. Vous avez commencé votre carrière dans les marchés boursiers et en banque privée. Et vous avez aussi lancé un média sur le marché international de l'art. À la Fondation Elix, vous avez comme mission principale de faire un succès de l'agenda 2030 et donc de valoriser aussi l'innovation pour 2030 à travers les différents programmes. Bienvenue et merci de votre présence. Je compte avec Bénédicte Charrière. Bénédicte, vous êtes directrice plaidoyer de l'association Coexister France, qui est un mouvement interconvictionnel permettant aux jeunes de créer un lien social et de vivre ensemble, de promouvoir ce vivre ensemble dont on parle très souvent. Et au sein de Coexister, vous défendez un plaidoyer et des propositions concrètes sur 3 thèmes: la liberté de conviction et l'inclusion de la diversité, de toutes les diversités, l'éducation à la paix et l'engagement des jeunes. Bienvenue. Jean-Marc Borrello, vous êtes fondateur et président du groupe SOS. Votre parcours commence dans le monde associatif auprès des jeunes démunis. Vous avez travaillé à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie avant de de créer votre association SOS Drogue Internationale qui se développe et est rejointe par d'autres associations pour créer le groupe SOS. Et aujourd'hui, le groupe SOS est la première entreprise sociale en Europe avec une forte action sur le terrain. Elle agit pour lutter contre toutes les exclusions et pour fournir des réponses concrètes aux difficultés sociales et sociétales. Bienvenue et merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci. Et Julien Gasque, last but not least, vous êtes étudiant en Master 2 Affaires publiques et développement durable à EECP Business School. Vous avez été engagé dans plusieurs associations étudiantes, notamment le Nouvel Observatoire de l'innovation sociale et environnementale, ainsi que l'Association pour un réveil écologique. Votre parcours professionnel est également dédié au développement durable. Vous avez fait des stages dans des startups à impact et aussi au ministère de la Transition écologique et solidaire et dans la gestion des déchets. Bienvenue. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons parler de la place de la jeune génération dans la construction du monde d'après.
Et pour faire cela, je propose d'entrer dans le cœur de la discussion tout de suite. Et nous allons aborder ce sujet à travers 3 thèmes principaux. Nous allons parler de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le programme 2030, comment la pandémie de la Covid a mis en difficulté l'application la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Après, nous allons nous intéresser à comment faire justement des ODD une boussole pour la relance après la pandémie. Et enfin, nous allons parler du rôle de la jeunesse, de cette jeunesse qui peut agir comme vecteur de changement et comment intégrer cette jeunesse pour lui donner la possibilité justement d'être moteur des changements et d'être dans l'action pour la construction du monde d'après. Donc, comme je vous disais à l'instant, la pandémie, c'est un constat, la pandémie de la Covid-19 a déclenché cette crise sanitaire qui menace le progrès en vue de la réalisation des ODD. Pire encore, selon le directeur du bureau parisien du réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, cette année 2021 sera la première où nous verrons une baisse globale de la moyenne mondiale de l'indice des ODD. Donc, la pandémie complique considérablement les avancées que nous avons fait, cet effort mondial que nous avons commencé en 2015. On parle d'une sécurité alimentaire croissante, on parle de la détérioration de l'environnement, comme on l'a vu les mois derniers, et des inégalités persistantes et généralisées qui touchent notamment les jeunes. Et parce qu'on parle de cet impact sur la jeunesse, je vais me tourner vers vous, Julien Gasque. Vous êtes un Master 2 à l'ESCP, vous faites partie de cette génération si je puis dire, des étudiants sacrifiés en raison de la pandémie. Donc, au-delà des freins logistiques liés à l'organisation des cours en distanciel, comment avez-vous vécu cette période? Et qu'est-ce qu'elle a révélé et réveillé en vous sur cette perception de l'avenir pour les jeunes générations et dont vous faites partie? La façon dont la pandémie a été vécue par les jeunes est quand même très différenciée en fonction des milieux sociaux, des études. Et pour ma part, en tant qu'étudiant de l'ESCP, on a eu un bel accompagnement de la part de l'administration. J'ai été une bonne partie du temps en stage, ce qui a évité de perdre des connaissances académiques, mais qui a, d'un autre côté, mis en place le télétravail très tôt dans ma vie professionnelle. Dès le début, j'ai commencé ma vie professionnelle en télétravail. Et concernant les apports de cette pandémie, le premier point, c'est le fait de ressentir la fragilité de notre modèle et de notre société, ainsi que des certitudes qu'on peut avoir en l'avenir. Moi, j'étais très intéressé par les problématiques environnementales avant cette pandémie, et ça a permis à d'autres personnes de ressentir ce que certaines études récentes ont appelé l'éco-anxiété, qui est que 75% des jeunes dans nos pays sont angoissés à l'idée de l'avenir. Là, on a eu un événement très tangible et sensible par rapport à nos sens, qui nous a fait ressentir le manque de résilience de notre société. Le mot résilience a été le pendant de la fragilité qui a été employé après, à la fois par les pouvoirs économiques, par les associations, etc., pour parler de la capacité qu'on a à rebondir face à une crise, une catastrophe, ici sanitaire, mais qui peut être aussi environnementale et qui va être environnementale, puisque les données physiques, l'inertie du système et la trajectoire de notre société impliquent des bouleversements à venir. Très bien, et vous parlez de ce manque de résilience, je pense que c'est très important de souligner cela. Et je vais me tourner vers vous, Constance Courtalon, en tant que jeune professionnel. Comment peut-on, selon vous, avoir un discours à l'auteur des enjeux de cette urgence sans précédent, sans risquer pour autant une fracture intergénérationnelle et même sociale? Alors, je voudrais déjà rebondir sur ce que Julien vient de dire. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette pandémie, c'est que pour une fois, peut-être dans l'histoire de l'humanité, on s'est rendu compte qu'on était tous les habitants de la Terre concernés par une même cause. Et pour le climat, idéalement, il faudrait qu'on arrive à ça, sauf que potentiellement, les impacts du réchauffement climatique seront bien plus dramatiques que cette pandémie. Alors j'ai essayé de préparer cette question, et je pense que quand il y a un discours, en fait, il y a deux choses. Il y a le contenant, il y a le contenu. Le contenu, je pense que il faut avoir un niveau de fermeté bien plus élevé que ce qu'on a vu jusqu'ici, parce que les conséquences climatiques sont dramatiques et il faut arrêter de tergiverser là-dessus. En revanche, on a effectivement ces phénomènes d'éco-anxiété qui se sont développés, et si on veut rallier beaucoup de gens à cette cause, il faut envoyer des messages positifs. Typiquement, quand vous prenez un film comme Demain,
oui, c'est très ferme sur les constats, mais ça montre aussi quelles sont des choses à mettre en place pour aller vers un monde plus durable. Ça, c'est le contenu. Il y a aussi le contenant. Quand je regarde les médias qui sont consommés par les jeunes générations, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent sur des réseaux comme Instagram, comme TikTok, etc. Et je trouve qu'il y a un énorme paradoxe entre ce qu'on peut lire dans la presse un peu documentée sur le climat, qu'on ne retrouve pas du tout sur les médias qui sont les plus consommés. Et là, je pense qu'il y a un vrai rôle de la part des médias sociaux, des influenceurs, on les appelle comme on veut, mais sur cette urgence climatique. Très bien, et vous parlez à juste titre des médias et de l'importance des médias qui sont les plus consommés par la jeunesse, de cette responsabilité qu'on a tous à aborder les sujets critiques. Et je vais me tourner vers Bénédicte Charrier, parce que votre association Coexister, elle défend un plaidoyer des propositions sur 3 thèmes, dont l'engagement des jeunes. Et donc, la question que je voudrais vous poser est quels sont les outils et les espaces justement que nous devrions privilégier pour dialoguer, pour stimuler le dialogue avec les jeunes, pour dialoguer sur ces problèmes dont la jeunesse fait face aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes, pour cette jeunesse en détresse aujourd'hui qui a une vision très négative du monde. Je vais citer un sondage de l'Institut Kantar qui a beaucoup été cité pendant les RDD. Il s'agit d'un sondage qui a été effectué entre mai et juin 2021 qui montre que c'est un sondage dans 10 pays auprès de plus de 10 000 jeunes qui montre que 75% d'entre eux jugent l'avenir effrayant et 56% estiment que l'humanité est condamnée. Donc déjà, comment stimuler le dialogue avec cette jeunesse en détresse et qu'est-ce qu'on peut faire pour cette jeunesse qui ne voit plus de perspectives pour notre planète et pour nos sociétés? Alors, la première des choses sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'est le terme génération future. La génération, elle n'est pas future, elle est aujourd'hui, elle est présente et elle agit depuis des années et des années. Et quand on parle du monde d'après, en fait, c'est un peu un non-sens dans le sens où ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on parle du monde d'après, donc je pense qu'on est dedans à force. Et qu'il y a un problème sur vraiment la manière dont on intègre la jeunesse dans ces problématiques-là. Je suis hyper contente qu'ils aient notamment mentionné l'éco-anxiété parce que c'est un phénomène qui tend à vraiment se propager au sein de la jeunesse et qui est un réel souci. Quand on parle des lieux dans lesquels la jeunesse s'exprime, il y en a beaucoup, notamment au sein de l'éducation populaire, qui est un lieu dans lequel il y a énormément d'initiatives qui se mettent en place et qui sont portées par des jeunes, sauf que ces initiatives-là, elles ne sont pas forcément relayées non plus, elles ne sont pas forcément soutenues. Quand par exemple le CESE, qui est quand même la 3e chambre consultative de l'État, engage une espèce de réforme du CESE pour faire en sorte que la jeunesse ait plus de place et donne 4 sièges à des organisations de jeunesse, bon, on ne sait pas tellement où ça va dans le sens d'une réforme réelle pour donner une place à la jeunesse dans tout ce qui est prise de décision et des lieux de pouvoir. Des lieux de dialogue avec la jeunesse et des lieux où la jeunesse essaye de s'intéresser à des sujets et essaye de proposer des choses, il y en a plein. Par contre, des lieux dans lesquels ces propositions-là sont réellement prises en compte, dans le cadre de décisions, il y en a très peu. Donc en fait, c'est ça, il y a une espèce de fracture générationnelle et on s'en rend bien compte dans le sens où très récemment, il y a une étude qui est sortie aussi sur le rapport des jeunes et notamment de la société française dans son ensemble avec le religieux, la spiritualité. Les jeunes aujourd'hui se rattachent énormément à la spiritualité parce qu'il y a un manque de sens, parce qu'il y a un manque de repères et parce que surtout il y a un manque d'espoir. Et ce manque d'espoir-là, il se concrétise aussi par une défiance envers les institutions, par une défiance de ce qui est porté et de la manière dont c'est porté. Donc aujourd'hui, quand au niveau des élections régionales, il y a 87% des 18-25 ans qui s'abstiennent, enfin je veux dire, ce chiffre-là, il est dramatique. Donc il y a une fracture intergénérationnelle et tant qu'on n'en fera rien et qu'on ne se mettra pas autour d'une table en faisant en sorte que la jeunesse ait le même poids et aussi des choses à dire et puisse porter ses revendications, en fait on ne s'en sortira pas non plus. Oui, merci beaucoup des constats très importants et nous aurons l'occasion de revenir sur cette place de la jeunesse dans la prise de décision dans notre 3e partie de la discussion, justement pour voir comment on peut inclure les jeunes dans les prises de décision à la fois dans l'espace public et dans le secteur privé. Justement pour profiter de cette énergie de la jeunesse qui a envie de changer quelque chose.
Et comme vous parliez à juste titre d'un manque de repères, je vais m'intéresser maintenant aux ODD, justement comme boussole pour sortir de cette crise pandémique qui nous a tous touchés et pour construire donc le monde d'après. Donc, la Commission européenne a déjà affirmé sa volonté de faire des ODD une boussole pour sortir l'Union européenne de la crise provoquée par la pandémie de la Covid-19. Et selon la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, nous devons repenser la relance post-Covid comme une relance des ODD. Donc, Adeline Pilon, je me tourne vers vous parce que vous êtes la cofondatrice de l'association ELIX et justement, votre mission principale est d'assurer le succès de l'agenda 2030. Donc, pour ce faire, votre programme Atmosphère participe à placer les ODD au cœur des prises de décision des institutions locales, nationales et internationales. La question que j'ai pour vous est comment est-ce que les différents acteurs, à la fois au niveau local, national, au niveau mondial, comment est-ce qu'ils perçoivent cette urgence à laquelle nous faisons face? Est-ce qu'ils sont réceptifs et à l'écoute de votre mission? Alors oui, en effet, la Fondation ELIX existe depuis 3 ans et depuis qu'elle existe, elle porte à cœur de promouvoir les ODD comme boussole d'ici à 2030 auprès de différents acteurs, donc société civile comme politique. Et il est forcé de constater que depuis cette année, que depuis depuis 2021, depuis qu'on est rentré et qu'on souhaite sortir de cette pandémie Covid, il y a un coup d'accélérateur. Il y a un accélérateur très fort. Et je vais vous citer 3 exemples pour vous le démontrer. En l'espace de 9 mois, notre plaidoyer a pu prendre plus d'ampleur. Avec, d'une part, dès le début de l'année, en janvier 2021, on a pu accompagner l'équipe de Richard Ferrand sur l'engagement de l'Assemblée nationale pour les objectifs de développement durable, faisant de la première institution nationale à avoir un engagement public et opérationnel dans le travail législatif sur les objectifs de développement durable. Un deuxième coup d'accélérateur qui quand même mérite d'être souligné, c'est le travail, et puis on a l'honneur d'accompagner Florence Provandier, qui est cette députée qui a eu cette prouesse d'avoir la première lettre de mission pour faire l'état des ODD, du portage des ODD auprès de la société civile, donc entreprises, collectivités territoriales et ONG, sur le portage des ODD. Et cette lettre de mission est signée par le Premier ministre. Donc du coup, qui montre vraiment un désir, ou du moins un souhait de sortir les ODD d'un milieu très développement durable, très confiné. Et le troisième exemple que je vais vous citer pour montrer qu'il y a une accélération et une volonté de promouvoir les ODD cette année, c'est que même la Commission européenne s'intéresse à comment les ODD sont pilotés ici en France. Et la Commission européenne nous a donné les moyens à ELIX, mais surtout et avec notre partenaire PricewaterhouseCoopers, de pouvoir accompagner, épauler cette instance qui est le CGDD, qui est l'instance qui pilote les ODD en France, d'une part, et d'autre part, de pouvoir accompagner le ministère de la Culture, d'une part pour devenir un ministère exemplaire, et d'autre part pour que, par ces différents organes, de promouvoir une culture ODD. Donc depuis 3 ans où on parle et on s'efforce à promouvoir les ODD, c'est la première année qu'il y a des kick-offs et des vraies évolutions avec un embrassement des acteurs, comme je viens de vous le souligner. Oui, et donc Florence Provandier, que vous mentionnez, est venue au RDD, Absolument. à participer à une de nos précédentes journées thématiques. Donc, votre constat est qu'on voit de plus en plus d'engagement des décideurs publics pour que chaque décision politique soit analysée à travers les ODD. Depuis 1 an, alors analyser, je ne vais peut-être pas jusqu'à dire ça, mais je vois que depuis 1 an, il y a de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'acteurs de haut niveau qui s'intéressent à la question des ODD et que de plus en plus les ODD sont toujours dans des objectifs de communication, mais rentrent aussi dans des problématiques de stratégie et de pilotage. D'accord. Oui. Oui, merci beaucoup. C'est très important de souligner. Donc, au moins, cette ouverture, cette volonté de faire des ODD vraiment une boussole de notre action. Jean-Marc Borrello, je vais me tourner vers vous. À présent, vous avez dit le meilleur moyen de ne pas avoir peur de l'avenir, c'est de le construire.
Donc, si on prend en compte cette idée, comment peut-on construire l'avenir avec autant d'incertitudes que nous vivons aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on peut justement construire ce monde d'après en tenant compte des jeunes générations? Ce qui fait le charme de l'avenir, c'est justement qu'il est incertain. Et parce qu'il est incertain, on a la possibilité d'intervenir et de le construire différemment. Je trouve qu'effectivement, dans ce qui a été dit dans la première partie, cette volonté de construire un avenir différent, d'agir aujourd'hui pour que demain soit meilleur, c'est plutôt optimiste. Alors je crains de ne pas partager le pessimisme ou l'éco-pessimisme ou l'éco-anxiété de ces jeunes gens. Moi, j'ai l'impression que nous avons les cartes en main, sous réserve d'agir. C'est important d'avoir des plaidoyers, c'est important de défendre les idées, mais je crois que quel que soit l'endroit où l'on est, on doit pouvoir prendre des décisions qui permettent d'aller dans le bon sens. Et aller dans le bon sens, vous parliez de Florence Provandier, je l'ai reçue hier parce qu'elle venait vérifier comment dans une entreprise on peut intégrer cet objectif d'ODD. Nous avons choisi les ODD pour mesurer la situation de l'entreprise sur chacune des ODD. Mais ça veut dire mesurer son impact, être capable de le mesurer en tonnes de carbone pour certains sujets, en alimentation bio sur d'autres sujets. Il se trouve que le groupe SOS a 60 ou 70 métiers et que dans ces 70 métiers, il y a des hôpitaux, des maisons de retraite, des centres d'éducation, des dispositifs d'accompagnement écologique sur l'ensemble du territoire et plein d'autres choses. Les ODD sont un merveilleux moyen pour repérer sur chacun des secteurs où on en est, et on n'est jamais bon sur tout, et d'ailleurs on ne peut pas être bon sur tout parce qu'il faut à certains moments choisir une entreprise quand elle est sociale, et même au-delà, elle doit passer son temps à mesurer son impact écologique, son impact social et son impact économique, ce qui est mieux si elle veut durer. Et forcément, quand vous prenez en compte les trois, vous prenez des décisions qui permettent de tenir sur l'ensemble des fronts. Ça veut dire qu'on n'est jamais extraordinaire sur l'un des trois, mais qu'on essaie d'être le moins mauvais possible. Mais cette idée de construire l'avenir, c'est construire une économie différente. Nous avons fait un choix, il y a 38 ans, qui est de construire une entreprise dans laquelle il n'y a ni capitaux, ni actionnaires. Donc c'est une entreprise qui, dans son sommet, est associative. Donc évidemment, ça donne une facilité plus grande que d'autres camarades de chefs d'entreprise, parce que je n'ai pas de dividendes à verser et pas d'actionnaires, donc ça me donne sans doute une plus grande facilité sur l'aspect économique. Nous avons choisi de nous occuper de sujets qui nous paraissaient primordiaux, offrir du soin, offrir du logement, offrir un lieu pour vieillir, offrir des lieux d'accueil pour des personnes sans domicile, accueillir quelques milliers de migrants, donc des sujets qui sont chacun d'entre eux essentiels et sur lesquels on considère que l'impact social, il est positif. Mais c'est le cas d'une entreprise. Chaque entreprise a évidemment les mêmes sujets à prendre en compte. Et le sentiment et la place faite aux jeunes, là aussi, pardon, mais la place qui est importante, c'est celle qu'on se fait, pas la place qu'on vous donne. Et moi, je continuerai à considérer que chacun d'entre nous, et c'est vrai, y compris quand on est plus jeune depuis longtemps, la vraie place, c'est celle qu'on se fait. Les lieux de pouvoir, ils sont accessibles par un système qui vaut ce qu'il vaut. Ça s'appelle les élections et la démocratie. Que les jeunes s'engagent, y compris en politique, puisque on s'est tous engagés dans des associations, dans des mouvements divers et variés. À un moment donné, la place qui permet de décider, c'est la place d'élus dans des collectivités territoriales ou ailleurs. Alors évidemment, il faut commencer par voter. Ensuite, on peut aller un peu plus loin, et je pense que l'engagement associatif, il peut permettre aussi d'aller en même temps, si j'ose dire, sur un engagement politique. Et on ne peut qu'inciter toutes celles et ceux qui veulent participer, organiser un cours des choses un peu différent, à s'engager. Moi, j'ai vraiment le sentiment... Je ne vais pas parler d'expérience, parce que ce serait malvenu vu le thème, mais l'engagement, ça permet d'une part de lutter contre l'éco-anxiété ou l'anxiété tout court, parce que lorsqu'on s'engage, on prend une part active à la construction de l'avenir, et d'autre part, ça permet de le modifier, cet avenir. Je crois que l'avenir, il n'est pas écrit, ni l'avenir économique, ni l'avenir international, ni l'avenir de nos concitoyens. Il faut se battre pour les sujets auxquels on croit. Et se battre en construisant, alors c'est un point de vue personnel, en construisant des solutions différentes.
construire des solutions différentes, démontrer qu'elles fonctionnent. C'est accessible à tous. Alors ça met un peu de temps pour prendre de l'ampleur, mais objectivement, il faut commencer un jour, et 35 ans après, on peut avoir quelques résultats. Mais je pense que le résultat, on l'a tout de suite à partir du moment où on s'engage. Et je crois qu'il faut utiliser les ODD comme une boussole sur l'ensemble des sujets, mesurer aujourd'hui ce qu'on fait, mesurer l'année prochaine, voir si on s'est amélioré ou pas, et voir si demain on est capable encore de s'améliorer. On a parlé de cette crise du Covid en des termes compliqués, mais n'oublions pas que cette crise du Covid, on a trouvé un vaccin en 1 an et demi. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. L'avantage de l'âge, c'est malheureusement d'avoir connu une autre crise qui s'appelait le sida. On n'a pas été aussi rapide, ça a été plus compliqué et plus long. Donc il y a aussi des progrès qui sont à prendre en compte. Il y a des modifications de comportement. Il y a aujourd'hui des modifications de comportement sur les lieux où on vit, sur le fait de vivre en ville ou d'aller un peu plus loin. Le télétravail peut être un excellent moyen de vivre différemment, peut-être pas à 100%, mais ça permet de ne pas se déplacer tous les jours, passer des heures dans des transports. Et moi, en ce qui concerne l'entreprise que j'anime, je trouve qu'un certain nombre de gens ont amélioré leur mode de vie parce que nous avons facilité et organisé le télétravail et qu'objectivement, dans un certain nombre de cas, ils n'avaient pas besoin de venir au bureau tous les jours. C'est plutôt intéressant sur le plan écologique, ils ne prennent plus les transports, ils ne perdent pas de temps dans les transports et leur efficience professionnelle est tout aussi bonne que lorsqu'ils venaient au bureau. Donc je crois qu'il faut se saisir de chaque difficulté pour s'améliorer, pour modifier, prendre la résilience, c'est ça aussi, c'est la capacité de modifier son comportement et de se saisir d'une difficulté pour essayer d'aller vers le mieux. Donc je suis définitivement optimiste. Julien Gass, je vous laisse réagir parce que vous êtes vous-même très engagé dans de nombreuses associations. Donc, quelle est votre expérience? Est-ce qu'à travers cet engagement, vous arrivez à faire passer des messages clairs? Effectivement, j'avais envie de réagir à votre réaction, pas sur le groupe SOS et son modèle qui est effectivement très vertueux, mais sur les propos que vous avez tenus sur la façon de dessiner le monde d'après, de changer les choses. Vous dites que au bout d'un certain temps, on arrive à des postes de pouvoir qui permettent de faire changer les choses. Vous avez dit au bout de 35 ans, on a l'expérience, etc. Il y a un horizon de temps qui est différent. C'est-à-dire que 2050, c'est demain. 2050, c'est quand moi, je serai à votre place. Et quand une bonne partie des décisions qui auront dû être prises seront prises ou n'auront pas été prises. Et par ailleurs, vous dites également qu'il faut faire sa place plutôt que nous donner la place. Mais il y a quand même une notion qui est différente, c'est la notion de responsabilité. Vous avez été là avant, vous avez participé à construire un modèle économique basé sur l'exploitation des ressources, l'exploitation agressive des ressources. Et nous, on arrive après, on nous demande de rentrer à l'intérieur de ce système. Mais c'est à vous de vous présenter à l'élection, c'est à vous de voter, c'est à vous de choisir. Vous devez aller plus vite, vous devez vous engager. Mais cette injonction à la responsabilité, c'est pas vers nous qu'elle doit aller, c'est vers vous. Nous, la place, on la prend parce que l'éco-anxiété, il y a deux réactions. Soit on est dans le déni, on abandonne tout, ce qui arrive. Et il y a aussi s'engager parce que c'est notre Xanax. Parce qu'on a besoin de ça pour se sentir utile, arrêter d'être dans l'immobilisme et faire notre action. Mais j'ai eu plusieurs engagements associatifs et on se rend quand même très vite compte, d'abord parce qu'on a moins d'expérience, donc on connaît moins les sujets, on a moins de pouvoir, on est externe aux organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et on est face à des personnes qui ont les décisions, on les a pas, on a un temps limité, on est volontaire, on est bénévole, on veut faire notre maximum, on milite pour ça, mais il n'empêche que l'injonction de c'est à vous de rentrer dans le système, c'est aussi au système de s'adapter à nous, et les structures de pouvoir, elles sont bien ancrées. Alors, moi je partage à peu près tout ce que tu dis, à quelques exceptions près. Jamais rien n'a été donné. Les jeunes de 67 ne sont pas tout à fait les jeunes de 69. Entre-temps, il y a eu mai 68, et ce n'est pas la classe dirigeante qui a organisé mai 68 pour que les jeunes remettent en question un certain nombre de choses qui ne convenaient pas. Il faut prendre des responsabilités, pas dans 35 ans, tout de suite. Nous croisons tous des ministres qui ont moins de 30 ans, des députés qui en ont 26, des sénateurs qui en ont 31. S'engager, c'est pas attendre d'être vieux pour s'engager. Le sujet n'est pas tellement évidemment qu'on doit faire de la place. J'ai la chance d'organiser ou de gérer une maison dans laquelle il y a beaucoup de jeunes, et en particulier de l'école dont tu viens, qui sont venus en sortant de l'école et qui ont eu des responsabilités tout de suite. On leur a donné ces responsabilités, on leur a donné une chance, mais ça fonctionne parce qu'ils les ont prises. C'est-à-dire que tu ne peux pas
donner à quelqu'un une responsabilité et lui être dans une situation simplement de la recevoir. Il faut, allez-y, enfin, je veux dire encore une fois, il faut foncer, prendre des risques, prendre des responsabilités et prendre le pouvoir. Le pouvoir, n'attendez pas qu'on vous le donne, ça ne marchera jamais. C'est un truc qui... Alors, il y a eu un certain nombre de générations. Vous êtes capable d'être militant associatif, de porter des plaidoyers, d'avoir des actions. Vous êtes aussi capable d'être demain en situation de responsabilité dans votre commune. C'est pas très compliqué, on peut être élu très rapidement. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dire les vieux doivent se battre contre les jeunes. Il s'agit que votre message, ne laissez pas les autres le porter. Allez-y, prenez des responsabilités, prenez le pouvoir. Et notre responsabilité à nous, c'est de faciliter les choses. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement faciliter, quelle que soit l'histoire personnelle qu'on a eue, il y a une responsabilité. Tu parlais du Covid. Une des difficultés des jeunes étudiants a été d'abord, d'un point de vue économique, le groupe SOS a ouvert 400 épiceries solidaires, en particulier dans les milieux étudiants, parce qu'il y avait une vraie difficulté autour de l'alimentation pour un certain nombre de jeunes gens. Et en même temps, on a créé 1000 postes d'alternants. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il va y avoir un vrai sujet économique. Il faut permettre à des jeunes d'arriver tout de suite dans l'entreprise et de saisir leur chance maintenant. Donc ça, c'est une responsabilité, tu as parfaitement raison, que les entreprises doivent prendre, ainsi que les politiques. Mais encore une fois, le pouvoir, le vrai, il se prend, il se conquiert. Et c'est jamais une démarche facile, et c'est quelquefois un peu une démarche d'affrontement, mais il faut le vivre, et ça peut être un affrontement courtois, mais n'hésitez pas à prendre ces responsabilités, c'est de vous dont ça dépend, y compris s'il faut un peu bousculer la vieille, les baby boomers, c'est ça qu'on dit? Je veux bien répondre rapidement. Oui, bien sûr. Je partage tout à fait votre propos, mais mon point était sur le fait qu'il y a une partie de la jeunesse qui s'engage, une autre partie qui est sensible et qui ne s'engage pas. Ouais. Et on ne peut pas lui dire, si vous vous engagez pas et que du coup, nous qui sommes au pouvoir, on va pas mettre en place la transition écologique, vous aviez qu'à vous engager, vous aviez qu'à avoir le courage de prendre le pouvoir. En fait, c'était ça mon propos. Ouais. Il y a plein d'entreprises, y compris dans les vôtres, où il y a des groupes de jeunes diplômés, de jeunes cadres, qui essayent d'accélérer en interne la transformation d'entreprise. Et c'est très bien. Il y en a de partout, des jeunes qui s'investissent, publics, privés, associatifs, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont les mêmes convictions, mais qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas la volonté, qui n'ont pas l'envie. Et c'est pour autant il faut les écouter et il faut que leurs souhaits soient exaucés. Absolument. Après, pardon, c'est pas quelque chose qui est propre à la jeunesse, c'est à tout âge. Ouais. Il y a toujours un petit pourcentage de très engagés, et on parle toujours de masse molle, et c'est pas quelque chose qui est propre à la jeunesse, c'est quelque chose qu'on peut décliner sur tous les âges. Donc c'est un problème, enfin c'est pas un problème, c'est un fait social en fait. C'est sur ce point-là, c'est assez intéressant de l'accepter. On a la chance de dialoguer en intergénérationnel avec 4 jeunes très engagés. Bayard Presse, au mois de mai-juin, et pas mal de sociologues, en particulier, je crois, la faculté de Lille, a démontré que il y avait en pourcentage pas beaucoup plus de jeunes très intéressés à l'enjeu environnemental que les gens des autres générations. Première bonne nouvelle, dans les autres générations, il y a aussi des gens que ça intéresse. Première mauvaise nouvelle, tous les jeunes ne sont pas mobilisés sur le sujet. Mais il se trouve que, et tout est toujours paradoxal, que c'est souvent les minorités qui ont fait les grands changements. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas toute la jeunesse mobilisée sur ce sujet que des changements ne vont pas intervenir. Premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a aussi un sujet sur l'intergénérationnel qui est indispensable. Pas en train de dire qu'il faut laisser les uns là, attendre que les... etc. Non, mais il y a une question sur l'intergénérationnel qui a du sens. Donc, il me semble que dans la discussion qu'on vient d'ouvrir et sur lequel tu nous introduis là, de fait, moi je dirais peut-être pourquoi les jeunes sont essentiels à la reconstruction du XXIe siècle. Encore faut-il qu'ils s'y mobilisent et qu'ils prennent la place. Ce qu'il faut croire, c'est qu'on appréhende toujours une situation pas telle qu'elle est, mais telle que nous sommes. C'est vrai de chacun de nous à cet instant. C'est-à-dire, toute situation va être transformée par la grille de ma manière de penser, de voir, pour moi-même, pour les autres, l'avenir. Mais ceux qui sont investis, et vous 4 et tant d'autres qui sont avec vous, vous avez de fait une responsabilité qui n'est pas la responsabilité de tous les jeunes, parce que, au fond,
quand on voit un certain nombre de comportements d'appel à consommer qui ne fait pas beaucoup de bien au XXIe siècle, il y a quand même beaucoup de jeunes qui en sont aussi acheteurs. Ça n'est pas à les critiquer. Ça n'est pas à les critiquer. Mais chaque génération a sa capacité et ses leaders. Et je crois qu'il faut pousser chacun d'entre vous, ceux de vos réseaux qui en sont très engagés, à amener la capacité à bouger tout le monde. Mais pas en considérant que les générations d'avant n'ont aucun moyen de le faire. Et c'est pas contre elles qu'il faut faire. C'est, j'ai envie de dire, l'ensemble des engagés de manière verticale et intergénérationnelle qui peut apporter quelque chose, et en particulier les solutions du siècle. Oui, et l'idée, c'est justement de ne pas créer une fracture générationnelle. C'est de pouvoir associer donc nos pouvoirs pour contribuer à ce changement dont on parle. Et je voudrais ajouter juste une question pour vous. Je vais revenir au propos d'Adeline Pilon tout à l'heure qui disait donc que les ODD sont désormais une boussole principale pour les politiques publiques. Comment peut-on traduire ces directives à l'échelle de l'entreprise et comment vous faites vous-même à l'échelle de l'entreprise? Ouais, merci. 3 points sur ce débat et sur la question précise que vous posez. Alors d'abord, cette pandémie est un drame. Chacun d'entre nous, près ou loin, a connu quelqu'un qui est décédé. Et moi, j'ai la chance de bosser dans une boîte mondiale qui aide chacun à réduire les émissions de carbone. Donc j'ai 2 chances. La boîte est mondiale et deuxièmement, le métier de ma boîte a beaucoup bougé pour être cohérent avec le sujet de la table ronde. J'ai beaucoup de collègues à l'autre bout du monde, en Inde, en Afrique, etc., dans lesquels la situation est très complexe. Donc cette pandémie est un drame. Je ne crois pas qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle a fait reculer les ODD. Je ne crois pas que l'ensemble des prises de conscience de ces 18 derniers mois, y compris sur les enjeux climatiques, sur beaucoup de sujets, l'ensemble des incentives publics du monde entier, je crois qu'on est au-delà de 1000 milliards de dollars qui vont être injectés dans l'économie des pays du monde entier, souvent ou massivement en lien avec la transition, que l'ensemble de ces sujets-là, des prises de conscience nouvelles et de ce retour des États dans la démarche et en particulier des infrastructures, sont de nature à ne pas faire avancer les ODD, bien au contraire. Deuxième point, donc c'est un peu tôt pour avoir un jugement de qu'est-ce que ces 18 mois ont produit sur le sujet. Troisièmement, je ne crois pas qu'on puisse parler de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse en France, il y a des jeunesses en France. Et il n'y a pas une jeunesse mondiale, et il y a vraiment beaucoup de jeunesse. Il faut faire l'effort de ne jamais parler de la jeunesse. Parce que je pense qu'on va directement dans le mur quand on a ce propos-là. Troisième point. Quatrième point, je ne sais pas si c'est une boussole principielle. Moi, j'ai l'habitude de dire que les ODD sont une grammaire. C'est-à-dire, c'est la première fois, dans tout ce qui est écrit, dans tout ce qui est fait depuis longtemps, qu'un même document assez simple qui mesure l'impact et pas le chemin est partagé par les États, les villes, les entreprises, les citoyens, compréhensible par tout le monde, les associations, etc., etc. Il y a d'ailleurs, depuis que ça existe, pas beaucoup de critiques pour dire tiens, il y en a 17, on pourrait inventer la 18e, la 19e, la 20e, ou la 12 ne vaut rien, etc. C'est assez intéressant de montrer comment, sur ces 17 objectifs d'impact, finalement, on arrive tous à avancer. Il faut en faire une grammaire. C'est-à-dire, il faut faire en sorte, et on n'est pas encore tout à fait là, que les ODD ne soient pas un traducteur de la réalité, mais une aide à la décision. La France, par exemple, aujourd'hui, utilise les ODD comme une grille. Il y a toutes les politiques publiques françaises, et puis on regarde les ODD et on dit, tiens, pour l'ODD 1, on peut mettre ça, 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 pour l'ODD 2, on peut mettre ça, 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 etc., etc. Beaucoup d'entreprises ont le même système. Il se trouve que, de fait, probablement dans une maturité liée à son évolution de sa stratégie, liée aux enjeux climatiques, on a essayé de faire un truc inverse chez Schneider Electric dans le nouveau plan 2021-2025, c'est mettre sur la table les 17 ODD et dire, voilà, pour chaque ODD, qu'est-ce qu'on fait ? En prenant bien attention à quitter une habitude traditionnelle du monde de l'entreprise qui est de dire, bon, on ne peut pas tout faire, il faut choisir 1 ou 2 ou 3 sujets, parce que pour Schneider, ça aurait été très simple. Il y a le sujet 7 qui est que tout le monde ait accès à une énergie propre, le sujet 9 ou 10 qui est des villes intelligentes, sûres, durables, etc. 11, voilà, etc. Donc il y a 3-4 sujets où l'industrie du futur, on aurait pu dire, tiens, ces 3 sujets-là, c'est les nôtres, on va déjà faire ça, etc. Ce qui est super important dans les ODD, c'est de se confronter aux ODD qui, semble-t-il, ne nous concernent pas. Par exemple, l'ODD sur
les milieux marins, la biodiversité. Alors, on peut dire quand on est une entreprise qui fait du matériel électrique, on en est quand même très à distance parce que s'il y a un lieu sur lequel il n'y a pas vraiment de cohérence, c'est celui-là. Non, on peut dire beaucoup de choses dans une boîte comme Schneider, sur le déplacement des produits, sur le packaging des produits, sur l'invention et la stratégie pour les produits de demain, pour le dessalement de l'eau, pour les déchets, etc. Voilà, les ODD pour moi, c'est aujourd'hui une grille qui permet le dialogue entre tout le monde, un peu comme la grammaire, quitte à l'oublier, un peu comme la grammaire, et en même temps, en étant dans les fondements de la pensée et de la réflexion, qui permet de penser autrement ces plans de progrès. Donc on doit faire aujourd'hui ce mouvement entre des ODD qui traduisent des actions dans ces 17 points, à des ODD qui sont la base de la définition des actions, un peu comme la recette avec ces 17 éléments. Quand vous mangez n'importe quoi, vous oubliez un peu la recette pour ce que ça a produit. Il faut faire des ODD, ce sujet-là. Et pour le coup, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, la jeune génération est essentielle sur le sujet, en ce sens qu'elle a une capacité d'innovation que n'ont pas les autres, en particulier sur le circulaire. Et il ne faut surtout pas imaginer que le siècle se gagnera en étant plus efficient avec les solutions d'aujourd'hui. Tout est encore à inventer pour construire le 21e siècle. On parle de 2050, c'est demain. Sauf que Jean-Marc et moi, on a un avantage sur vous. On était déjà au travail en 1990 et qu'on sait ce que c'est que 30 ans d'évolution dans un monde où, en 1990, nous n'avions ni téléphone portable, ni Internet, ni adresse mail, ni photo numérique, ni etc., etc., etc. Tout ça a été inventé en 30 ans. J'ai une vision positive, en particulier avec votre mobilisation, mais pas seulement, qu'on va pouvoir faire ces inventions pour le siècle. Et si, à titre personnel, j'ai une inquiétude ou un point complexe, c'est au fond pas tant sur l'environnement, sur lequel on voit la mobilisation de beaucoup qui peut bouger les choses, mais peut-être sur la question sociale, parce que s'il y a des sujets qui n'ont pas avancé, le nombre d'enfants au travail a augmenté depuis 20 ans, le travail forcé a augmenté depuis 20 ans, et la séparation, singulièrement dans les enjeux du Covid, entre les pays riches et les pays pauvres, entre les riches et les pauvres est en train d'augmenter, et pour le coup, votre génération y est assez peu attentive. Merci beaucoup. Et parce que vous avez dit une chose très intéressante, il n'y a pas une jeunesse, il y a plusieurs jeunesses. Et je voudrais donner la parole à Bénédicte Charrier. Je voudrais savoir donc déjà votre réaction à cette intervention et aussi particulièrement comment peut-on encourager cette prise de conscience auprès des différentes jeunesses alors que auprès des populations où, par exemple, les populations marginalisées ne se sentent pas forcément très concernées par les problèmes de développement durable. Alors, pour moi, là, il y a deux choses. Je vais réagir sur deux points. La première, c'est sur le changement à deux vitesses qui s'opère. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, et notamment comme la vôtre, que j'ai pas mal étudiée en plus sur Schneider, qui fait un travail énorme en termes de, notamment sur toutes les questions d'inégalité. Je sais notamment qu'il y a énormément de programmes sur l'insertion des personnes en situation de handicap à Schneider. Ce genre d'initiatives qui sont portées par des grosses entreprises comme les vôtres, elles sont quand même pas majoritaires. Donc dans le monde de la grande économie, des grandes entreprises, de celles qui ont un impact fondamental dans notre manière de manger, de travailler, de se vêtir aussi, et là quand vous parliez notamment du travail des jeunes et de l'exploitation des jeunes et des minorités aussi, je pense aux Ouïghours par exemple, il y a un vrai sujet sur ces questions-là. Ça vaudrait le coup, pour le coup, que des entreprises comme la vôtre soient vues comme des modèles de référence pour que derrière, il y ait un vrai changement qui s'opère et qui ne soit pas juste une vitesse sur des entreprises qui s'engagent profondément sur des sujets sociétaux et les autres qui sont à reculons, qui nous font du greenwashing, qui nous font aussi du youthwashing à non plus en pouvoir en disant « Regardez, on intègre vachement les jeunes dans nos politiques alors que globalement, on se rend compte que c'est des groupes un petit peu de jeunesse qui font office de faire valoir ». Ensuite, sur l'engagement des jeunes, je suis très contente que vous ayez parlé des jeunesses, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup des jeunesses, et sur leur engagement et leur capacité à agir et le pouvoir à agir. Quand on prend par exemple le service civique, qui a été mis en place par l'État notamment, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une pénurie, on va appeler ça comme ça, de jeunes qui s'engagent.
c'est pas qu'il y a une pénurie parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager, c'est qu'il y a un réel problème économique et de précarité économique des jeunes. Donc s'engager pour un service civique, c'est cool dans l'idée, mais si derrière ça leur permet pas de se nourrir ou d'avoir une réelle valorisation de cet engagement sur leur perspective économique, c'est très compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est que la jeunesse, c'est pas qu'elle n'a pas envie de s'engager, c'est juste qu'il y a aussi d'autres priorités qui doivent être remplies, et qu'aujourd'hui, le problème, c'est que on fait une espèce de hiérarchisation entre l'engagement sociétal et la priorité économique. Donc au final, il y a une hiérarchisation typiquement entre l'urgence économique et l'urgence environnementale, comme si les deux ne pouvaient pas avancer de pair, alors qu'en vrai, elles le doivent. Et c'est une urgence absolue que les deux avancent de pair. De même aussi que l'urgence sociétale, quand on voit tous les sujets que vous avez évoqués notamment. Donc pour moi, c'est aussi ça le problème, et c'est pas tant que la jeunesse n'a pas envie de s'engager, c'est qu'il y a un pouvoir d'agir qui est largement minimisé par les problématiques économiques et sociétales qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous laisse réagir. Oui, évidemment, tu as parfaitement raison. Ce qui renforce mon optimisme, c'est que, objectivement, sur les sujets économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux, des solutions sont en train d'être construites. Et moi, je rejoins mon camarade dans son optimisme. Nous gérons des pépinières d'entreprises dans des tas de pays dans le monde, depuis l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, et puis en France, etc. Je vois passer un nombre de projets qui sont des projets de création de valeur économique, en clair, d'entreprise, qui sont aussi des projets qui ont trait à l'amélioration de la situation écologique. C'est-à-dire que le sujet de la création de valeur se fait toujours, et il faut créer de la valeur, parce qu'effectivement, il faut pouvoir payer son loyer, se nourrir, etc. Mais on peut le faire en ayant des solutions qui, en plus, amènent un intérêt sur le plan de la transition écologique. Et très objectivement, on ne va pas vous faire alternativement le coup de l'expérience, mais le fait est que je n'en voyais pas il y a 20 ou 25 ans, j'en vois de plus en plus, et qui, encore une fois, conjugue la manière d'entreprendre, la répartition de la richesse et l'impact écologique. Et je trouve que ça c'est réellement intéressant. Et évidemment qu'il y aura toujours une minorité de gens qui s'engagent plus avant, et puis d'autres qui resteront plus en retrait. Mais ceux qui restent en retrait, s'ils intègrent, entre autres grâce au plaidoyer que les uns et les autres nous menons, s'ils intègrent ces trois constantes, c'est quand même comme ça que les choses vont aller dans le bon sens. Encore une fois, ne pas les opposer, parce qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche même si on est jeune. On a besoin d'une activité économique, on a besoin d'un impact écologique, et on a besoin d'une réalité sociale, parce que quand vous gérez une entreprise, quelle que soit sa forme, une association, une société, qu'elle soit grande ou petite, eh bien, vous avez besoin de créer de la richesse, parce que ce qui est compliqué dans la richesse, c'est pas de la répartir, c'est de la créer. Une fois qu'elle est créée, on peut la répartir assez facilement. Mais moi, je suis encore une fois j'ai une certaine confiance en vous, pour le coup, pour être capable d'inventer ces nouveaux dispositifs et de prendre en compte la réalité de ces impacts. Encore faut-il les mesurer. Et ça, c'est peut-être aussi un vrai sujet, y compris vis-à-vis des ODD, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur la manière dont on mesure les impacts de ce qu'on fait sur les trois sujets, de manière à pouvoir, comparer si on s'améliore ou si les choses ne vont pas mieux, et puis deux, avoir une espèce de référentiel commun pour savoir qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Comme tu le disais à l'instant, une entreprise, c'est aussi des centaines de milliers de mètres carrés, c'est aussi des milliers de véhicules, c'est aussi, quand on gère des hôpitaux, ça veut dire qu'on gère d'une part d'immenses passoires thermiques, parce qu'ils ont été construits il y a 50 ans, et que le sujet n'était pas, on mettait le radiateur électrique sous la fenêtre, parce que c'était plus pratique. On gère des milliers de repas, parce qu'il faut que les patients soient nourris, on gère des matériels, donc tous ces sujets doivent être intégrés avec cette grand-mère, dont je vais reprendre le terme, qui me paraît, qui doit devenir commune, c'est-à-dire les ODD.
Et Constance Courtalon, je vais me tourner vers vous maintenant parce que, comme j'ai dit dans l'introduction, vous avez participé au Y20, donc à cette conférence des jeunes. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Racontez-nous un peu votre expérience, comment se sont passées les négociations, surtout avec les partenaires un peu plus réfractaires au développement durable. Et est-ce que ce Y20 est un bon format pour inclure la jeunesse dans la prise de décision? Alors, juste avant de vous répondre, j'aimerais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut arrêter de blâmer les entreprises et s'attendre à ce que les entreprises soient nos parents et nous prennent par la main et nous montrent l'exemple. En fait, moi j'accompagne beaucoup d'entreprises dans mon métier et toutes s'engagent, toutes ont des programmes, alors ils les appellent comme ils veulent, mais des programmes pour aller vers des modes de fonctionnement plus durables. Mais en fait, c'est les citoyens qui font bouger les entreprises parce que soit les entreprises dans lesquelles on travaille, soit les produits qu'on consomme, en fait, par cette action, on peut leur montrer qu'on veut qu'elles s'engagent. Donc, c'est bien de dire les entreprises doivent bouger, etc. Mais en fait, elles bougeront si collectivement, on leur envoie un message clair. Sur le Y20, je trouve que c'était un format de dialogue exceptionnel parce que ça réunit des jeunes des 20 pays sur des sujets de fond. Nous, on l'a vécu en pleine pandémie, on était tous en Zoom pour négocier, ce qui n'a pas rendu les choses faciles, parce que, évidemment, dans les négos, tout se joue entre les conférences. Mais ça a... Alors, on critique souvent les systèmes multilatéraux parce qu'à mettre tout le monde autour de la table, on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais en fait, si on ne met pas tout le monde autour de la table, on n'avancera pas. Donc effectivement, on a eu des discussions un peu houleuses, notamment sur le climat, sur la lutte contre les discriminations. Moi, c'est la première fois où je me suis retrouvée dans un dialogue où je parle avec quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, qui est très éclairé, et en fait, on ne vit pas dans le même monde. Et en fait, notre conception occidentale, elle est occidentale. Et pourtant, le défi climatique, il est mondial. Et donc, le Y20, c'est effectivement seulement, entre guillemets, un communiqué, mais c'est un communiqué de 20 pays, qui sont 20 pays fondamentalement différents et qui envoient un message commun. Donc cette harmonisation, je la trouve vraiment essentielle. Le dernier point, c'est que ce sont des négociations et c'est un compromis, donc ça nécessite d'échanger sur des sujets houleux dans le respect. Et ça, moi, je trouve que ça permet d'apaiser un peu le débat et de faire la paix avec notre planète. Oui, parce qu'on parle de comment les jeunes du monde entier vivent les mêmes défis, mais avec des moyens différents. Adeline Pilon, je vais me tourner vers vous. Comment est-ce qu'on réussit par le plaidoyer à favoriser les coalitions d'États et par extension, comment est-ce qu'on arrive à pousser les États à prendre des actions concrètes et à intégrer la jeunesse dans cette réflexion globale autour des enjeux de développement durable? Bon, comme on a dit, la jeunesse, moi en fait j'ai un âge où c'est assez difficile de savoir où je me situe parce qu'il y a 8 ans j'étais à ta place, je finissais le SCP et vous me voyez comme une petite jeune. Donc du coup, j'ai un peu du mal à savoir où vous me situez, donc chacun me voit où je suis. Et donc, nous, on sait où on est. Oui. Voilà. Moi, là, c'est l'âge où je suis banquier. Donc, en fait, donc la jeunesse, c'est une manière de lecture, c'est une grille de lecture. Enfin, l'âge est une grille de lecture. Après, c'en est une parmi d'autres. Comme tu disais, au Y20, on était 20 pays. Du coup, on avait 20 cultures différentes à gérer. La culture en est une autre. Après, les langues en sont une autre. Les diversités ethniques et tout le background qu'on a de notre héritage est diversifié. Et en fait, on va être, quel que soit notre travail, n'importe endroit, enfin, qu'on travaille dans le public, dans le privé, dans une ONG ou en faisant de la politique au sein de l'État, enfin, on est amené à travailler avec une plus grande diversité d'âge, de parcours, de culture, etc., etc. Donc en fait, la question, pour moi, elle n'est pas tant comment on va chercher la jeunesse. La jeunesse, enfin,
la jeunesse d'aujourd'hui, elle a le commun de toutes les autres jeunesses. Il y en a qui en veulent et il y en a qui vont suivre. Il y a des followers et des pionniers. Et dans la jeunesse d'aujourd'hui, comme dans toutes celles qui sont passées et celles qui adviendront, il y aura toujours des personnes qui en voudront plus ou moins. Mais en fait, la question, c'est plutôt de savoir comment on fait alliance. Alors, je prends les propos du Rameau, j'espère que je leur emprunte leurs mots, mais c'est vraiment la question de savoir comment on travaille tous ensemble et malgré toutes nos différences. Et comme tu disais justement, on parle de là où on est. Et en fait, de comment on arrive à créer un commun à partir de tous nos prismes qui nous appartiennent et qui font qui on est. Gilles Vermondero, je vais me tourner vers vous. En avril dernier, dans un entretien à la revue Projet, vous avez dit « Le visage du pauvre est un jeune ». Donc, vous êtes particulièrement engagé dans la défense de l'avenir de la jeunesse. Et nous entendons de plus en plus de débats autour de la responsabilité des entreprises dans les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, selon vous, quelles sont les responsabilités du secteur privé et plus particulièrement, quelles sont les responsabilités du secteur privé dans la défense de cette jeunesse qui fait face aux enjeux d'aujourd'hui? Trois réponses rapides. Premièrement, quittons l'Hexagone pour le monde. C'est intéressant de se dire qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes sur la planète, puisque l'immense croissance de la population mondiale a à peu près 20 ans, et qu'il soit d'un pays pauvre, qu'il soit de la base de la pyramide ou d'un pays de l'OCDE, un jeune autour de 15-20 ans réfléchit à ce qu'il fait de son futur et de son avenir lorsqu'on n'a pas contribué à le former, lorsque il ne voit pas plus loin que la fin de la semaine, etc. C'est un peu Mozart qu'on assassine partout, donc il y a une grande réflexion mondiale. À la COP21, on a parlé de l'agenda des solutions à propos de ce que les entreprises devaient innover pour sauver le climat. Probablement qu'il y a une grande réflexion mondiale sur l'agenda des solutions, sur l'enjeu social, puisque tout ça, c'est aussi une question d'emploi. À ce titre-là, d'ailleurs, moi, j'ai fait évoluer mon titre. J'étais directeur de développement durable, je suis maintenant directeur de la citoyenneté de Schneider Electric, avec la grande ambition de dire on ne peut pas enfermer la responsabilité d'une entreprise strictement dans le champ climatique, même si, comme tu l'as dit, Schneider Electric s'est beaucoup bougé sur le sujet. Et j'ai envie de dire, la planète et la société sont deux sujets. Réparer la première sans s'occuper de la deuxième n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est quand on aura pris en compte les deux qu'on arrivera à construire ce lieu commun, cette maison sûre qu'est la Terre pour... sinon... en s'occupant d'un sujet et en abandonnant le second, il peut se passer des désastres finalement plus rapides et moins prometteurs pour l'avenir. Premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, de manière conjoncturelle, j'espère pas structurelle, la majorité des personnes en dessous du seuil de pauvreté sont des pauvres, en particulier tous ceux qui étaient étudiants et qui avaient besoin de travailler et qui n'ont pas pu le faire dans les 18 derniers mois. C'est pour ça que je dis que j'espère que c'est conjoncturel et pas structurel. Mais en tous les cas, ça n'a pas de sens qu'une société appauvrisse ses jeunes, au passage, au même moment, enrichissent les générations, en particulier retraitées. Ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup de choses, etc. Mais c'est pas juste qu'en 2 ans, il y ait un tel différentiel qui soit passé entre ces deux parties de la société, puisque l'avenir, c'est quand même les jeunes. On va pas faire des murs autour des vieux pour se protéger des jeunes, symboliquement ou complètement, parce qu'un jour ou l'autre, on sera vraiment trop vieux au milieu, derrière les murs, et ils seront poussés. Donc il y a un travail pour que toute la société comprenne qu'on a besoin des jeunes. Les jeunes pour deux sujets. Le 21e siècle ne se gagnera que si on rentre dans un monde circulaire. Le 20e siècle était linéaire. On produisait là, si possible beaucoup, par exemple l'énergie, on la transportait, on la consommait, on abandonnait ce qui se passait, puis on repartait à zéro et on commençait ça. Rentrer dans un monde circulaire, c'est rentrer dans un monde digital. Il n'y a pas de circularité sans le digital. C'est vrai dans l'énergie, c'est vrai dans l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau, c'est vrai dans la manière de consommer. Il n'y aurait pas Yuka sans le digital, il n'y aurait pas Vélib sans le digital, il n'y aurait pas plein de choses comme ça. Le monde digital, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, quand on est né avec d'une certaine manière, et pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes déjà trop vieux pour être né directement dans un monde full digital connecté, pour être un papa d'enfants qui ont entre 25 et 17 ans. Je sais la différence entre mes 2 premiers enfants à qui on offrait par exemple des jeux dans des CD à Noël, et ceux qui dès le début ont joué en réseau.
C'est pas du tout la même relation au digital. Et donc, nous, on est très vieux. Toi, tu commences à le devenir par rapport à d'autres. Et même vous, par rapport à ceux, etc. En tous les cas, on n'inventera pas le monde de demain sans ce qu'apportent les jeunes. Alors, j'ai écrit un bouquin sur le sujet qui s'appelle Le printemps des millennials, qui montre que toutes les grandes innovations depuis le début de l'ère industrielle sont nées dans la tête d'un moins de 30 ans. Si nos entreprises, si nos États ne savent pas donner, je vais mettre de l'eau à ton moulin, de la place, de la responsabilité, du temps et de la confiance aux moins de 30 ans, ils vont utiliser leur temps, perdre leur temps, à ne pas trouver un appartement parce qu'ils sont en CDD, à chercher entre l'intérim, le CDD, le stage et je sais pas quoi, et à se prendre l'esprit sur le sujet, et ne pas le mettre à l'endroit où cet âge est le plus propice à l'innovation. Donc on a un intérêt objectif que vous soyez innovant. Pourquoi ? Parce que c'est l'innovation qui crée de la valeur, et la création de valeur, c'est ce qui permet à la société de faire de la solidarité. Il faut faire des règles de juste répartition, etc. Très bien. Mais s'il n'y a pas de création de valeur, comme le disait Jean-Marc, il n'y a pas de valeur à créer, il n'y a pas de valeur à partager. Donc, aujourd'hui, on a un impératif, à mieux reconnaître le scandale du fait que les plus pauvres de la société sont des jeunes. Au niveau mondial, c'est exclusivement vrai, puisque le monde est beaucoup plus jeune qu'il l'est dans les pays matures. Et quand en France, c'est vrai aussi, alors on s'aperçoit bien qu'il faut faire quelque chose et changer quelque chose. Premier point. Deuxième point, il faut non seulement le changer pour les jeunes, mais rien que ça serait suffisant pour le changer, parce que je ne vois pas comment individuellement une famille peut considérer normal qu'on appauvrisse les jeunes. Aucune famille pense ça. D'ailleurs, une famille va bien quand les jeunes trouvent un boulot, pas quand ils sont en train de le chercher, etc. On voit bien ce que c'est le sens du positif, etc. Collectivement, il faut qu'on ait la même réflexion, puisqu'on est une grande famille, etc. Et deuxièmement, dernier point, sans les jeunes et sans l'innovation, nos sociétés n'ont pas d'avenir. Donc, de manière un peu différenciée et même en discrimination positive, s'il fallait dire ça, il est essentiel pour nous de leur laisser la place qui leur permettra de créer et le XXIe siècle et la création de valeur qui permettra le partage des ressources. Merci beaucoup. Et parce que nous arrivons à la fin du temps qui nous est consacré, je vous propose de prendre juste une question du public. Donc, nous avons une question d'un spectateur qui nous regarde, qui nous demande: faut-il changer le processus de prise de décision à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé pour que les jeunes deviennent des vecteurs de changement? Je vais donner la parole à chacun d'entre vous pour une réponse rapide de 30 secondes, à commencer par Constance. Alors, moi, je vais peut-être être disruptive, mais moi, c'est vrai que je vous rejoins. Je pense que la place, on ne nous la donnera pas. Il faut se battre pour. Il faut se battre diplomatiquement. Mais je ne pense pas que la révolution du système, je pense que c'est vraiment un mythe. C'est que chacun doit prendre confiance en lui et avoir le courage de s'engager et dire très fort ce qu'il pense. Merci. Julien? Je compléterai, je suis d'accord, mais je compléterai cette déclaration sur le fait que c'est avant tout ces idées-là qui doivent se diffuser. Et c'est pas forcément parce que les jeunes ne les portent pas qu'elles ne doivent pas infuser et qu'elles ne doivent pas être le moteur, le prisme de la décision. Par exemple, les ODD doivent devenir le prisme des investissements publics. Européens, français doivent être le prisme des décisions. Et l'exemple de Schneider est très bien. Inverser l'amont et l'aval, se dire qu'est-ce qu'on fait pour et pas qu'est-ce qu'on a déjà fait pour ça. C'est vrai que la question de l'accès aux instances de pouvoir, c'est une question cruciale et je pense qu'elle nous emmène encore tous pour une heure. Mais de manière hyper concrète et opérationnelle, il y a dans quelques mois, il se joue quelque chose de dingue, c'est les élections 2022, avec la montée de l'extrême droite qui est historique dans notre pays. Et sincèrement, que vous ayez 18 ans ou 70 ans, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller voter, quoi. Bon, c'est très bien, j'aurais pu le faire, mais je suis ravi que quelqu'un d'autre l'ait fait. Merci. Concernant la prise de décision, je crois qu'il y a encore deux sujets. La méthode, alors je ne vais pas dire ce que je pense, je vais dire ce que nous avons essayé de faire. La maison que je dirige est dirigée par un collège de dirigeants. Donc le premier sujet, alors il faut qu'ils finissent par se débarrasser du fondateur, mais ça, le temps fera son affaire. Mais globalement, les statuts et l'organisation fait qu'il y a un collège de dirigeants qui prendra les décisions sur l'avenir de ce groupe. La parité, elle n'est pas entre jeunes et vieux. Elle est entre garçons et filles, elle est entre très diplômés, moins diplômés, elle est entre origines. C'est la diversité qui fait la richesse. Il faut une méthode,
Et la collégialité est une excellente méthode, me semble-t-il. Et par ailleurs, c'est la diversité, contrairement à ce que défend, non, je ne vais pas revenir sur le sujet de ma voisine de droite, mais la diversité est une véritable chance. Et lorsqu'on est suffisamment divers en matière d'âge, de sexe, d'origine, de formation, de CSP, on prend les bonnes décisions pour l'entreprise, parce qu'une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui ressemble au monde qui l'entoure. Et pour ressembler au monde, il faut avoir toutes les diversités, et y compris celles qui viennent de par les frontières, parce que, bien évidemment, l'immigration est une chance pour ce pays. Alors, sur les lieux de décision, donc je suis très contente que vous ayez parlé notamment de la gouvernance démocratique et de la gouvernance partagée, parce que dans le cadre plus global, non seulement, si on sort du domaine de l'entreprise et qu'on prend l'État, et quand on parle de diversité, rentrer dans un lieu de pouvoir quand on est une catégorie CSP, et je pense que tous ici autour de ces deux tables, on est tous issus de milieux quand même privilégiés, voire très privilégiés. Non, je suis désolé. Vous êtes aussi beaucoup. Pas du tout. On est deux. Mais bon. Ok. Bon, alors, ce qui est certain en tout cas, mais tant mieux du coup si vous pouvez avoir cette représentation-là. Ce qui est certain aussi, c'est que c'est encore pas suffisamment la norme. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, sur la question, c'est pas tellement comment va s'organiser. Si, c'est l'organisation du lieu de prise de pouvoir, mais c'est aussi l'accessibilité. Donc, c'est une chose que de vouloir prendre le pouvoir, c'en est une autre que d'y arriver. Il y a plein de mécanismes qui font que l'accessibilité est compliquée, que ce soit le niveau de langage aussi. Enfin, je veux dire, on a tous un niveau de langage qui est quand même très élevé. On a fait des études. Et derrière, ce qui est compliqué, c'est que quand on a des jeunes, je parle notamment de ces jeunes-là qui sont dans des situations où ils n'ont pas forcément l'impression d'avoir le vocabulaire pour, et du coup d'avoir la légitimité pour s'engager, il y a une vraie question de légitimité. Donc, je te rejoins sur la prise de confiance, mais elle n'est pas innée, elle ne vient pas comme ça. Et en fait, pour moi, c'est une question collective. C'est-à-dire que c'est pas une question de je prends le pouvoir ou on me donne le pouvoir, c'est comment on se le répartit collectivement et comment est-ce qu'on décide de cette répartition du pouvoir-là. Donc je trouve ça fou de se dire qu'il faut se battre pour prendre le pouvoir quand certains l'ont et que d'autres l'ont pas. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une vraie répartition et pour que justement cette diversité soit mise en valeur. C'est un sujet dont on traite éminemment chez Coexister, notamment sur la diversité. C'est un sujet qui est très compliqué parce que, et vous l'avez soulevé notamment, il implique plein de biais, les biais culturels, les biais de langage, les biais de conviction, enfin il y en a énormément, mais c'est ça qui fait aussi la richesse. Ça implique énormément de temps et ça implique aussi une réelle décision des personnes qui sont aujourd'hui en situation de pouvoir pour avoir envie de faire en sorte que ce soit ce modèle-là qu'on mette en place. Et donc là, je pense que c'est aussi une mise en avant de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui porte notamment un plaidoyer pour une économie nouvelle, qui permette d'avoir une vraie gouvernance, qui permette d'inclure tout le monde dans le processus de décision. Ben, tu vois, Bénédicte, je ne l'ai jamais dit jusqu'à maintenant, mais moi, je suis fils d'ouvrier. Et peut-être que Jean-Marc et moi, on dit les choses de manière un peu particulière parce que à notre époque, il fallait se battre et on l'a fait pour prendre des responsabilités. Mais probablement que c'était peut-être même plus facile qu'aujourd'hui. Et ça me permet de renouveler l'idée que, certes, il y a des enjeux environnementaux et il faut s'y engager, mais il y a des enjeux sociaux qui sont centraux. Et probablement que c'est encore plus difficile aujourd'hui. Tu me donnes l'occasion de le dire et probablement pour la première fois pour moi, premier point. Deuxièmement, au fond, je ne vais pas dire quelque chose, je vais seulement faire une annonce. Il y a un bouquin qui vient de paraître, c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Alors, ça fonctionne très bien pour les jeunes générations. C'est écrit par Joséphine Boucher et Mathieu Dardaillon qui ont créé Ticket for Change. Il est sorti la semaine dernière, il est très petit. Ça permet à chacun d'entre nous de nous écrire une lettre pour nous dire « Tiens, mais... comment je veux avoir un impact ?» Alors, quand on est du début de sa carrière, à peu près, on est au début de 80 000 heures de travail, mais il n'y a pas que le travail pour faire avancer les choses. Les militants, et vous le repérez, servent aussi à quelque chose. Je pense que c'est la bonne question pour chacun d'entre nous autour de cette table et pour ceux qui nous écoutent. C'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Comment je suis acteur du changement parce qu'il ne viendra pas sans moi ?» Merci beaucoup. Notre temps est arrivé à la fin. C'était une discussion très riche et très intéressante sur comment dessiner ce monde d'après pour et avec la jeunesse. Merci aussi à tous ceux qui nous regardent et rendez-vous à 14h pour la deuxième table ronde de la journée.